bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre week-end s'est également très bien passé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un poltergeist. Et si je vous emmenais dans un cimetière en Écosse, est-ce que ça vous dit? Oui? Bon, alors on y va. Mais surtout, si vous allez dans ce cimetière, ne vous approchez pas trop de la tombe de Bloody Mackenzie. Quel est ce cimetière? Le Greyfriars Kirk à Édimbourg. Car il paraît que l'esprit maléfique de Bloody Mackenzie pourrait bien vous saisir à la gorge si vous vous approchez trop. Tout d'abord, sachez que le Greyfriars Kirk à Édimbourg, c'est le site où s'est déroulée une bataille qui a été l'une des plus sanglantes d'Écosse au XVIIe siècle. C'est également apparemment là que se cacherait le fameux poltergeist le plus connu du pays et qui est aussi considéré comme l'endroit le plus effrayant sur Terre. Souvent, ce sont des entités qui n'ont pas vraiment de nom déterminé, mais les plus connus sont souvent des poltergeists liés à des adolescents ou des enfants qui, on va dire, créent, je ne sais pas si c'est le bon terme, ce poltergeist sans vraiment s'en rendre compte. Et derrière, eux n'ont aucun sentiment de méchanceté, hein. C'est juste quelque chose qui, on ne sait pas comment, se matérialise comme ça. Par contre, dans le cas du Greyfriars Kirk à Édimbourg, le Mackenzie poltergeist, lui, ne vient pas d'un enfant, puisqu'il serait apparemment le prolongement d'un homme qui a été, comme qui dirait, très mauvais au XVIIe siècle. Il n'a pas pour surnom Bloody Mackenzie pour rien. En fait, Bloody Mackenzie, c'est Sir George Mackenzie. On l'a aussi appelé Bloody Mackenzie, le Mackenzie poltergeist ou le persécuteur des Covenanters. Si vous voyez un petit peu où je veux en venir. De fait, c'était un homme bien équilibré. Là-dessus, pas de problème. Sur le papier, il était avocat et écrivain, mais c'est aussi un fonctionnaire du gouvernement, surtout. Son éducation, c'était, on va dire, l'addition de son éducation qu'il avait reçue au King's College, à l'université d'Aberdeen et à l'université de Saint-Andrew, et en plus, parce que 3 universités vaut mieux qu'une, à l'université de Bourges, en France. C'était un membre du Parlement écossais et aussi du Conseil privé d'Écosse. En 1677, Mackenzie va devenir Lord Advocate et va servir le roi Charles II d'Angleterre. Sa première responsabilité? Punir quiconque rejetait l'Église d'Angleterre ou refusait de jurer fidélité à Charles. Souvent, beaucoup de ces dissidents étaient membres des Covenanters presbytériens d'Écosse. À l'origine, l'Écosse devait rester un pays presbytérien. C'est noté dans le pacte national de 1638. Et il a été adopté par le prédécesseur de Charles II, le roi Charles Ier. Vous m'entendez dire Covenanters. En fait, en français, les Covenanters, ce sont les Covenantaires, mais je trouve ça plus joli de le garder en anglais. En fait, les Covenanters, ce sont ceux qui ont soutenu une église presbytérienne d'Écosse libre de l'ingérence politique et religieuse des rois Stuarts, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas en fait que l'Église soit mêlée avec tout ce qui est politique et surtout la religion que voulaient imposer les Stuarts. En 1637, le roi Charles Ier donc va introduire le livre de la prière commune avec une déclaration que l'opposition à la nouvelle liturgie épiscopale serait une trahison. De ce fait, en signe de protestation, des milliers de Covenants vont signer une alliance nationale, ou ce que l'on appelle la confession de foi, et cela à Greyfriars Kirk,
en 1638. Ils affirmaient devant Dieu et le monde entier que seules sont la vraie foi et religion chrétienne qui plaisent à Dieu et apportent le salut à l'homme. Cependant, Charles II refusera d'honorer cet accord. Et George Mackenzie, donc notre chère sœur Mackenzie, va être chargé de faire un petit peu le sale boulot du roi. C'est lui qui a été responsable de la persécution et du traitement abominable des Covenanters presbytériens. Comment on appelait cette période de l'histoire ? C'était pas très joli, hein. C'était appelé le temps de mise à mort. Mais ça portait bien son nom en même temps, puisqu'au total, 18 000 Covenants ont perdu la vie à cause de leur foi. Après que ceux-ci aient combattu et perdu une bataille contre les troupes gouvernementales lors de la bataille de Boswell Brig, qui s'est déroulée le 22 juin 1679, il y eut 1200 prisonniers de guerre presbytériens qui furent incarcérés dans la tristement célèbre prison des Covenanters. La prison était fortement fortifiée, mais elle était à ciel ouvert et d'une cruauté totale. En conséquence, la plupart d'entre eux ont malheureusement péri suite à de mauvais traitements ou ont tout simplement été exécutés. La prison était située juste à côté du cimetière, mais le site en lui-même est maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, situé à l'intérieur du cimetière, puisqu'il y a eu plus tard une extension de celui-ci. Dites-vous qu'il y avait tellement de captifs que comme il n'y avait pas assez d'espace pour les héberger, même dans la prison, on a dû en construire une de fortune qui a été assemblée comme ça, comme on dirait, de briques et de brocs, pour incarcérer 400 autres Covenanters. Et c'est celle-ci qu'on a appelée la prison des Covenanters. Aujourd'hui, le mausolée Mackenzie, dont je reviendrai plus tard dessus, est situé juste à côté de ce qui était le mur d'enceinte de cette prison des Covenanters. Soit il était fier, soit il était un peu fou, car George Mackenzie a en effet demandé à ce que ce mausolée soit construit à cet endroit. Oui, c'était bien ce qu'il voulait, parce qu'il était très fier de ce qu'il avait accompli dans sa persécution des Covenanters. Mais revenons à nos chers prisonniers, car il ne faut pas les oublier, beaucoup sont morts. Surtout pendant l'hiver. Vous imaginez une prison à ciel ouvert. En plus, avec des prisonniers qui étaient soumis à des traitements inhumains, on les affamait. Ils étaient exposés donc au froid, au gel, dû à l'hiver, à la neige. Et en plus de ça, comme c'était pas assez, ils étaient torturés. Certains prisonniers ont été déportés, tandis que d'autres, eux, ont littéralement été exécutés et enterrés dans le cimetière de Greyfriars. À la mi-novembre, environ 250 prisonniers seulement restaient à Greyfriars. Les quelques chanceux, si on peut les appeler comme cela, qui ont, on va dire, survécu, ont été envoyés en Virginie comme esclaves. Mais la chance fut de courte durée, si l'on peut dire, puisque le navire qui les transportait a coulé dans une tempête, et seulement 60 d'entre eux ont survécu. Le règne de terreur, qui a été organisé par l'État, a été l'œuvre directe de ce Sir George Mackenzie, qui finalement porte bien son nom de Bloody Mackenzie, maintenant que vous connaissez l'histoire. Comme je vous disais, donc au total, Mackenzie est responsable du meurtre, car oui, pour moi ce sont bien des meurtres, de près de 18 000 personnes, dans une période de 8 ans seulement, de l'histoire écossaise, donc comme je vous disais, qui était le temps de la mise à mort, ou en anglais, The Killing Time. Mackenzie, lui, mourut tranquillement à Westminster le 8 mai 1691, et il fut donc enterré dans son fameux mausolée noir à Greyfriars Kirkyard, non loin du site de ces atrocités. Sa tombe, elle a été conçue par l'architecte James Smith, et à l'heure actuelle, une chaîne et un cadenas maintiennent la porte de ce mausolée fermé. On se demande si c'est une tentative de garder les vivants plutôt que de garder les morts. Vous allez bientôt comprendre pourquoi.
car 300 ans après sa mort, la légende du Mackenzie Poltergeist est née. En fait, on dit que Mackenzie et les âmes tourmentées de ses victimes hantent le cimetière de Graveyards. Il y a littéralement des centaines de récits d'apparitions fantomatiques, de phénomènes étranges et d'attaques de poltergeist. De nombreux visiteurs du cimetière ont rencontré une sorte d'activité paranormale, subissant des ecchymoses, des morsures et des égratignures. Ils avaient aussi la sensation d'être suivis ou d'être poussés au sol. Cela pouvait même des fois entraîner la perte de connaissance de l'individu. Même les maisons construites à côté du cimetière étaient aux proies à des bris de vaisselle, des objets en mouvement et des rires non identifiés. On dit que les hantises se sont intensifiées ces dernières années après que le mausolée ait été cambriolé à plusieurs reprises et que la chambre funéraire de George en aurait été perturbée et donc son esprit aussi. Dans cette histoire, tout a commencé en 1998, lorsqu'un sans-abri qui traversait le cimetière, tout simplement à la recherche d'un abri, a décidé de rentrer dans le mausolée. Il y a trouvé des cercueils qui appartenaient à certains membres de la famille de Mackenzie, donc en plus de celui de George. On a dit qu'il en aurait soi-disant ouvert un par ennui ou par curiosité morbide. Il sera alors tombé sur la tombe de Mackenzie et s'est frayé un chemin à l'intérieur. Tout en essayant d'ouvrir un cercueil de force, il est tombé à travers un trou dans le sol, jusqu'à une sorte de fosse funéraire, où il s'est retrouvé entouré d'os rances des victimes de la peste des siècles passés. La puanteur de la mort remplit le nez de l'homme, et il s'enfuit en hurlant dans la nuit. Il est vraiment difficile d'imaginer le genre de terreur qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Mais lorsqu'il a essayé de sortir de ce trou, pour être loin de tous ces ossements et cette chair pourrie de mort, comme il disait, il a tellement voulu fuir très vite qu'il s'est coupé la tête à l'entrée de la tombe dans sa fuite imprudente. C'est alors qu'un garde de sécurité va voir un homme passer en courant. Celui-ci était avec son chien, le garde. Il venait parce qu'il avait entendu des bruits étranges qui provenaient de la prison, enfin de l'ancienne prison. Et il était donc en train d'explorer le cimetière en se demandant qu'est-ce que c'était que tout ce bruit. Et c'est là qu'il a vu notre cher sans-abri courir comme un dératé. Alors sur le coup, ça l'a pas vraiment rassuré. Imaginez-vous, vous êtes dans la nuit avec votre chien, vous entendez des bruits bizarres, vous allez voir et d'un seul coup vous voyez un homme en sang courir. En plus, comme c'est un sans-abri, malheureusement, il était sale et débraillé. Et en plus, il sortait d'un mausolée. Et si cela ne suffisait pas, rajoutez à tout cela un bon orage, et vous avez de quoi être terrifié, je crois. Du coup, en fait, le garde a pris peur, et pendant que le sans-abri courait dans un sens, le garde avec son chien, il est parti dans un autre, mais lui aussi en courant. Depuis, on n'a plus jamais entendu parler de ce clochard. Mais le gardien de sécurité a bien sûr, lorsqu'il est rentré le lendemain de nouveau à son travail, il a raconté l'histoire de sa rencontre et il a remis un rapport donc à son supérieur. C'est la première grosse histoire, nous allons dire, qui s'est passée dans ce cimetière. Peu de temps après, on a une autre histoire qui dit que 2 visiteurs de Graveyards ont rencontré une présence étrange au niveau du mausolée. Le premier a affirmé qu'une soudaine explosion d'air froid l'a alors comme repoussé alors qu'elle s'approchait de l'entrée du mausolée. Et la seconde personne ne se souvient presque de rien, puisque en fait elle a été retrouvée inconsciente près du mausolée avec des ecchymoses en forme d'étranglement autour du cou. Elle a alors affirmé que des mains invisibles avaient tenté de l'étrangler. Des blessures similaires ont été retrouvées sur une autre victime, mais cette fois c'était un jeune homme qui a été retrouvé allongé, lui, en face du caveau. On a découvert plus tard
que bien avant l'histoire de notre sans-abri qui a rendu cette tombe et ce mausolée célèbre, il y avait eu l'histoire d'un certain John Haynes, qui était un petit criminel, peut-être un bandit de grand chemin, qui a utilisé, lui, la deuxième chambre du mausolée pour se cacher pendant 6 mois. Finalement, bien sûr, la police a réussi à le rattraper, mais il était, comme qui dirait, devenu complètement fou. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait que les cercueils continuaient à se déplacer la nuit. Dans le cours des 20 années qui se sont écoulées, depuis que l'on connaît maintenant le Mackenzie Poltergeist, c'est devenu comme quelque chose de récurrent et limite normal, et ça attire aussi les gens, il faut dire ce qui est. Et sur ces visiteurs, il y a près de 500 qui disent qu'ils ont eu des observations d'une figure blanche ou d'une forme non identifiée que l'on craignait être l'apparition de ce fameux Mackenzie, ainsi que des bruits de coups inexpliqués à l'intérieur et sous le mausolée. Des visiteurs du cimetière ont été coupés, brûlés et meurtris par une entité invisible. Un ou deux ont même prétendu être possédés. Imaginez que sur ces 500, à peu près 180 ont perdu connaissance. Il y a eu des incendies inexplicables qui sont déclarés, des points froids étranges qui abondent un peu partout près du mausolée, et un nombre inhabituellement élevé d'animaux sauvages morts qui a été retrouvé à proximité immédiate de la voûte. Les gens peuvent avoir des fois les doigts cassés, les cheveux tirés, et ont l'impression que quelque chose les aurait frappés. Mais cela n'est pas seulement physique, puisqu'il y a aussi eu des dysfonctionnements de caméras et d'autres équipements électriques qui ont pu être observés dans la zone entourant le mausolée. Aujourd'hui, si vous voulez voir le mausolée, vous pouvez participer à ce qu'ils appellent un tour, où on vous fait la visite et on vous raconte l'histoire du mausolée. Il faut bien que ça rapporte à quelqu'un, dirait-on. Et un membre de la tournée a un jour rapporté: nous n'étions pas restés dans le mausolée noir depuis longtemps lorsque nous avons commencé à entendre des bruits de coups qui venaient en dessous de nous. Et ça augmentait régulièrement et ça semblait monter au fur et à mesure et contourner les murs. Curieusement, malgré toutes les attaques physiques dont je vous ai parlé, généralement, sur le coup, personne ne se rend compte de rien. C'est une fois que les gens rentrent chez eux, qu'ils se détendent tout simplement, qu'ils retournent à leur hôtel s'ils sont là en visite, qu'ils vont voir des blessures inexpliquées apparaître comme ça sur eux. Alors ça va quand ce sont des petites égratignures ou des brûlures qui vont disparaître très vite. Par contre, certains vont avoir des égratignures si profondes qu'elles peuvent rester là des mois, et voire même leur laisser une cicatrice à vie. Et malheureusement, apparemment, ces expériences effrayantes ne se termineraient pas toujours lorsque vous partez du cimetière. Certaines personnes auraient rapporté que certains des petits phénomènes, bien sûr, que je vous ai énumérés un peu plus tôt, les auraient suivis chez eux. Ils auraient eu, par exemple, des ampoules qui se mettent à clignoter ou cassent d'un seul coup, ou alors des appareils électriques qui vont s'amuser à s'allumer et s'éteindre d'eux-mêmes. J'ai même trouvé le témoignage d'un homme qui est un ancien policier, mais qui préfère rester anonyme. Il a décrit son expérience ainsi. Après la visite, j'ai décidé de retourner dans notre chambre d'hôtel. J'étais en train de lire Le fantôme qui se hantait. Donc c'est un livre qui parle du Mackenzie Poltergeist, qui a été écrit par Jan Andrew Anderson, quand j'ai ressenti une vive sensation de brûlure sur le côté droit de mon cou. Il y avait au moins 5 éraflures profondes qui sont apparues juste sous ma paume d'Adam. De retour à la maison le lendemain matin, je suis allée directement à la maison de ma mère et je lui ai raconté mon histoire. Et je lui ai tendu le livre Le fantôme qui se hantait. J'avais décidé de ne plus le voir chez moi. Hier, je lui ai téléphoné et je lui ai demandé ce qu'elle pensait du livre.
bizarrement, elle aussi avait 5 grosses égratignures au niveau, donc du coup, au niveau de ce qui devrait être la pomme d'Adam, mais que nous, femmes, nous n'avons pas. Je ne suis pas le genre d'individu qui a peur facilement. Mais main sur le cœur maintenant, j'ai très peur. Le phénomène que vous avez dans cette prison cimetière est bien réel. Un autre personnage, ou personne si vous préférez, du nom de Chris Rennie, lui aussi a vécu des choses bizarres. Celui-ci, après avoir été au mausolée, a dû traiter des égratignures douloureuses qui ont été infligées selon lui par le fantôme lors d'une visite guidée. L'homme a alors 37 ans et il nous dit ceci. Mon dos était couvert d'égratignures rouges, livides et brûlantes. Quand j'ai pris des photos et que je les ai envoyées à mes amis, ils étaient vraiment paniqués. Alors, comment cela s'est passé, il nous le raconte lui-même. Je suis allée seule faire cette visite guidée parce que tous mes amis avaient trop peur de venir avec moi. En effet, c'était assez effrayant. Au départ, il n'a rien remarqué jusqu'à ce qu'il prenne un taxi pour retourner à son hôtel à Leith. Il a alors déclaré « J'étais sur le point d'aller me coucher quand j'ai ressenti une brûlure dans le dos. J'ai enlevé mon t-shirt et je me suis regardé dans le miroir. C'est à ce moment-là que j'ai vu les rayures. J'étais totalement abasourdi. Les égratignures brûlaient. J'ai mis de l'huile d'arbre à thé sur mon dos pour essayer de soulager la douleur. Au matin, les égratignures s'étaient transformées en zébrures et la peau était comme cassée à plusieurs endroits et mon dos saignait. Chris avait réservé entre-temps pour retourner faire une visite guidée ce soir-là. Mais il se sentait si mal qu'il a dû rentrer chez lui. Il a dit « Je me sentais vidé. Personne n'aurait pu faire ça pendant que j'étais dans la visite. Je l'aurais ressenti. En raison de la position des rayures, je n'aurais jamais pu me faire ça moi-même. À ce moment-là, je portais un manteau long et épais, de sorte que les égratignures ne pouvaient pas être causées par des branches d'arbres ou par moi-même appuyé contre un mur. Et je n'étais pas ivre, tout simplement parce que je ne bois pas d'alcool. Ça doit être paranormal. C'est la seule façon d'expliquer. Alors ça, ce sont des phénomènes paranormaux. Par contre, il y a une... C'est pas vraiment paranormal, j'ai voulu quand même vous la mettre parce que ça fait partie de l'histoire du fantôme de Mackenzie, ou du moins du corps de Mackenzie. Et surtout que c'est à ne pas imiter. Puisqu'en 2003, il y a un petit groupe de jeunes de 17 ans qui ont eu l'idée d'aller dans le cimetière et d'entrer dans le mausolée. Tout simplement pour impressionner les petits locaux en montrant leur bravoure d'entrer dans ce fameux mausolée hanté avec un poltergeist, etc. Ils ont décidé d'aller jouer dans le cimetière. Alors au départ, si on regardait de loin, on aurait pu penser que c'était un ballon de foot sous l'un des bras des garçons. Mais il n'en était rien puisque c'était la tête coupée et momifiée de George Mackenzie. Les adolescents étaient entrés par effraction dans la tombe, vu que je vous ai dit qu'elle était cadenassée, et lui avaient tranché la tête avec un canif, comme ça. Selon la couverture du procès par le Daily Mirror, les adolescents s'amusaient à se jeter la tête les uns après les autres. Et ils plaisantaient en... comment dirais-je, en imitant des actes sexuels avec cette tête, où ils s'amusaient aussi à la porter comme une sorte de grande marionnette. Vous savez, les marionnettes où on passe sa main pour faire bouger la tête, etc. Un peu glauque. Le groupe d'adolescents en question a reçu 200 heures de travaux d'intérêt général. Et un de ses partenaires, lui, a été condamné à 2 ans de probation. Apparemment, l'activité poltergeist ne se limiterait pas au mausolée. Des plaques brisées, des incendies inexpliqués
et des transports d'objets ont été signalés par les habitants de 4 maisons différentes qui bordent le cimetière. En octobre 2003, un grand incendie a balayé la maison voisine de Ian Andrew Anderson et les bureaux de la Black Art Entertainment. Anderson a dit que l'incendie, dont la cause n'a pas pu être identifiée par les enquêteurs et les assurances, a détruit 5 ans de lettres, de photographies, de documents et de déclarations concernant le Mackenzie Poltergeist, ainsi que tous mes biens dans le monde. Aucune des propriétés environnantes n'a été endommagée. Il n'y a eu que la mienne. Certains pensent également que ce poltergeist, apparemment très itinérant, est la cause d'un certain nombre d'activités malignes et étranges, dans quelques endroits tristement célèbres pour être hantés à Édimbourg, comme les South Bridge Vaults, c'est comme ça qu'on appelle ça. 2 ans plus tard, des intrus inconnus ont réussi à accéder malgré une sécurité accrue au cimetière. Ils ont récupéré donc la tête qui avait déjà, donc comme je vous l'ai dit, précédemment coupée par notre chère bande d'adolescents. Et ils ont décidé de la poser sur l'une des pointes qui surmontent les portes du cimetière. Ils ont pris soin de laisser une note avec le message suivant: The Vampire Lock. Ils n'ont pas pu être retrouvés. Depuis, les visites guidées commencent par cet avertissement. Le poltergeist Mackenzie peut causer une véritable détresse physique et mentale. Vous rejoignez la tournée à vos risques et périls. Bien sûr, on peut se demander s'il y a eu quelque chose de fait par rapport à ça. Oui, en tout, il y a eu 2 exorcismes. D'abord, c'est un exorcisme qui a été tenté en 2000 au mausolée lui-même par Colin Grant, qui est le ministre d'une église spirit. Grant a alors dit qu'il ressentait la présence de centaines d'âmes tourmentées, et très certainement la présence du mal. Finalement, il a décidé de laisser le cimetière de Greyfriars en détresse. Malheureusement pour lui, quelques semaines plus tard, le ministre a été retrouvé mort d'une crise cardiaque. On a essayé une 2e fois de l'exorciser, sans succès. Selon le Scotsman, le Mackenzie Poltergeist, c'est le phénomène le paranormal le plus documenté au monde. Aujourd'hui, le mausolée noir est inaccessible au public, sauf par le biais de visites guidées. Que vous y croyez ou pas, après tout ce que vous savez maintenant sur ce mausolée noir, est-ce que vous iriez oser défier Bloody Mackenzie en frappant 3 fois à la porte de son mausolée en disant « Bloody Mackenzie, venez, soulevez le snake et tirez la barre ». Personnellement, moi je n'essayerai pas. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois que ça fait déjà une longue vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous et je vous dis à la prochaine vidéo.